aujourd'hui, c'est le premier webinaire des sommets du digital. Il y en aura d'autres. Bien sûr, le thème d'aujourd'hui, il est directement dans l'actualité. C'est donc gérer une crise à distance comment gérer une crise à distance par Blaise et Laurence. Donc, ils vont nous expliquer tout ça. On va faire un petit peu comme dans l'esprit des sommets, c'est-à-dire qu'il y a une première partie donc par Blaise et Laurence qui vont nous partager leur expérience, leurs conseils, leur expertise. Et puis après, c'est intéressant aussi d'avoir vos ressentis et puis vos questions pour qu'on puisse échanger dessus. Donc, Sylvie, qui est connectée, que vous devez voir aussi, va gérer les questions. Donc, Sylvie, comment ça se passe pour les questions? C'est par le chat à côté? Alors, soit par Q&R, soit dans le conversationnel qui est sur la droite de tous les écrans. Comme vous voulez, je vais récupérer les infos des deux côtés. Ok. Sylvie, tu peux peut-être présenter Laurence et Blaise? Alors, ceux qui en ne fait, connaissent pas. c'est… Pardon? Laurence, on te connaît de longue date sur les sommets du digital. Tu as été la directrice marketing de LinkedIn et de PipDrive, je ne me trompe pas sur la prononciation. Tu accompagnes désormais des fonds d'investissement et des startups dans leur stratégie de croissance et de transformation. Ta dimension internationale, tu l'as exercée depuis longtemps et du coup, tu as exercé depuis longtemps aussi cette habitude de travailler à distance avec des outils digitaux. Voilà, je pense que ça pose un petit peu ton décor. Blaise, toi, tu as un long parcours de secours en montagne, notamment au sein du PGHM de Chamonix. Et puis, tu enseignes également la gestion de crise dans de grandes écoles comme HEC ou l'EM Lyon. Tu diriges actuellement une structure qui permet de faire le lien entre ton expérience de la montagne et le management, si je ne me trompe pas. Vous me corrigez tous les deux s'il y a des rectifications à faire. Voilà. Aujourd'hui, vous allez partager vos expériences respectives dans ces deux domaines pour qu'on comprenne comment réagir à cette crise d'un point de vue managérial notamment, et puis surtout en intégrant cette contrainte de distance et de confinement. Alors, Blaise, toi, tu vas, j'imagine, nous faire une lecture opérationnelle de la crise. Et puis, Laurence, toi, tu vas nous aider à comprendre les enjeux du digital et de la gestion des réseaux. Voilà, je crois que j'ai posé le décor. Je vous laisse maintenant la parole à tous les deux. Merci Sylvie. Merci à toi Sylvie. Peut-être juste pour effectivement attaquer, l'idée avec Laurence, c'était d'essayer de faire le parallèle entre cette expérience de la montagne et celle du digital. Ça pourrait sembler paradoxal de commencer par quelque chose qui est très physique, très concret, dans une interaction qui est d'homme à homme, entre guillemets, de femme à femme, dans la constitution de la cordée. Mais en fait, en regardant de plus près ce sujet-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des fondamentaux qui pouvaient être partagés et de partir de ces fondamentaux pour les relier, grâce à Laurence, à l'expérience du digital, à la situation actuelle, à travers la distance qui rajoute une contrainte énorme sur ce qui est en train de se passer, notamment sur la cohésion des équipes et la force mentale des entreprises. Donc en fait, on ne va pas vous proposer de la technologie et de la technicité de gestion de crise. On ne va pas vous amener des supports, des techniques autour de la pure gestion de crise au sens strict, hein, qui fait qu'on prend des mesures d'urgence, on organise une cellule de crise, etc. Mais venir sur ce qui fait l'essence même de ce qu'il faut préserver dans ce temps de la crise avec cette de la distance. Voilà. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'on a aidé le sujet. Laurence, est-ce que tu veux juste compléter la manière dont on a abordé la préparation? J'ajouterais juste que, en fait, la montagne, c'est notre inspiration à tous et que je pense que cette intervention fera aussi le lien qui existe déjà au sein des sommets entre la montagne et le digital. Donc, comme tu le disais, on va essayer de vous donner des clés très pratiques. Et bien évidemment, on reste à votre disposition si vous avez des questions plus précises. Je pense d'ailleurs qu'il y aura d'autres occasions de se parler et de développer certains des sujets qu'on va aborder.
ici son avant en mettant la suite. Donc effectivement, ce qui est essentiel dans ce qu'on a préparé, c'est de dire finalement dans ce temps de la crise, qu'est-ce que les montagnards arrivent vers un sommet alors que la météo est certaine, et qu'est-ce qui fonde finalement la force. Et à travers cette idée-là, en essayant de garantir ces valeurs fondamentales à travers la crise que l'on vit, on a des meilleures chances finalement d'en sortir dans de meilleures conditions en tant qu'individu et en tant que groupe. Alors, moi, ce que je partage là, ce sont deux des fondamentaux qui ont constitué notre réflexion quand on a bâti notre petite structure Mountain Pass. On s'était dit finalement, il y a un socle de valeurs, donc c'est à gauche, on va les regarder tout à l'heure, qui sont celles finalement des guides et des secouristes de haute montagne. Qu'est-ce qui fait que notre corpus de valeurs, il a été construit au fil du temps, au fil des histoires. Bon, il y a 2 siècles d'histoire pour les guides, pour le PGHM, il y a 60 ans. Mais au fil des décennies, ces 2 corporations, guides et secouristes, ont mis en exergue des qualités qui, dans les circonstances actuelles, sont quand même intéressantes de rappeler. Donc ça, c'est le premier point de notre partage aujourd'hui. Et le deuxième point, alors juste une seconde, reste Sylvie sur la slide, la première. On va y arriver. Donc la deuxième partie de l'intervention, juste la slide précédente, ça sera effectivement de voir comment on va vers un sommet ensemble et les étapes fondamentales qui font qu'on réussit un sommet, y compris quand il fait un peu mauvais temps, un peu brouillard ou que l'équipe a des doutes. Voilà. Donc, il y a des fondamentaux sur les valeurs et des principes d'action qui font qu'on a des bonnes chances d'aller vers un sommet avec toutes les incertitudes que la montagne nous réserve. Voilà un peu l'esprit de l'intervention. Et bien évidemment, la difficulté supplémentaire, c'est celle du confinement, alors que ces principes et ces règles de fonctionnement, en fait, on a jusqu'ici eu l'occasion de les appliquer en étant tous ensemble sur une cordée ou tous ensemble dans une salle. Là, c'est plus le cas. Donc, on va vous expliquer comment prendre en compte cette fragmentation de l'information et cette distanciation entre les intervenants. Donc, cette slide-là, on voit bien à gauche, il y avait la dimension valeur, la deuxième partie, les principes d'action. Donc, on commence maintenant sur les valeurs. Donc, il y a 5 valeurs qu'on a souhaité rappeler, qu'on va traverser une à une, parce qu'effectivement, c'est important qu'on puisse s'arrêter sur ces sujets. Finalement, la crise, elle remet en question ce que nous sommes en profondeur. Alors, ce n'est pas le moment d'être dans l'introspection, de se poser des questions métaphysiques tous les matins, mais en tout cas, c'est bien de se rappeler ce qui fonde les valeurs collectives et qu'il va falloir faire perdurer à travers cet événement. Donc, celle des guides et des secouristes, elles valent ce qu'elles valent. On n'est pas là pour vous les imposer. En tout cas, c'est un point de repère. Il y a d'abord la première question qui est celle de l'engagement. Dans ce temps de la distanciation sociale et digitale, parce qu'il y a la double distanciation, il y a le confinement qui est une distanciation physique, mais il y a aussi ce qu'on nous impose dans la relation à l'autre. Donc cette double distanciation, elle va poser la question fondamentale du désengagement. Parce que dès qu'on échappe au regard de l'autre, quelque part, le désengagement, qui est un sujet majeur pour les entreprises, va s'accroître. Et si je fais le parallèle avec un guide de haute montagne ou un secouriste, si j'ai des équipes de secouristes ou des guides qui ne sont pas engagés, il n'y a absolument aucune chance qu'on aille au sommet. Tout le monde le comprend. Donc, comment faire vivre cet engagement dans le temps de la crise, dans le temps du confinement, dans le temps de la distanciation sociale? Ça sera un enjeu qui sera hyper important. Donc, peut-être Laurence a quelques éléments à nous partager là-dessus pour nous aider à trouver des solutions. Comme tu le remarques, Blaise, en fait, le principal challenge, c'est qu'il y a une distanciation physique, mais également une distanciation à travers des écrans. Et il est très difficile, notamment quand on anime une réunion en visioconférence, de mesurer l'engagement des collaborateurs, puisqu'on n'a plus vraiment, disons, ce que les Anglais appellent le body language. Donc, il faut être beaucoup plus délibéré dans la recherche, disons, de l'accusé de réception. Donc, quand on évoque un plan, quand on évoque des idées, s'assurer que tout le monde a bien entendu ce que l'on a dit
et qu'ils l'ont accepté. Alors, on a tendance parfois, quand on est en visioconférence, à dire tout le monde est OK avec cette idée. Ça fonctionne pas. En fait, il faut prendre des intervenants dans la conférence et rechercher cet accusé de réception individuellement avec eux. Donc, par exemple, au lieu de dire, écoutez, est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce que je viens de vous dire? Non. Je vais dire, Xavier, est-ce que tu as bien entendu ce que je venais de dire? Et Blaise, est-ce que tu as une question par rapport à ce que je viens de dire? Donc, vraiment, aller chercher ces accusés de réception de façon individuelle. L'autre chose qui est important, c'est que paradoxalement, la résistance, ça peut être un bon signe. Si personne ne bouge dans la salle, il faut pas croire l'adage qui ne dit rien consent. Non, c'est que probablement ils sont désengagés. Donc, si vous avez de la résistance, c'est plutôt bon signe. C'est aussi naturel en fait quand il y a une perte de contrôle ou du risque, mais au moins ça veut dire que les gens entendent votre message. Alors c'est sûr que dans le langage militaire, l'accusé de réception radio, c'est fondamental. Quand on est en opération, le fait que celui qui est au fond de la crevasse avec sa radio passe au régulateur la bonne information, qu'elle soit bien comprise, c'est fondamental. Donc le fait de collationner, c'est le langage militaire, en fait, de reformuler, c'est essentiel parce qu'on est à distance. Donc l'usage de la radio en opération de secours nous a enseigné depuis fort longtemps que cette idée de collationner, et c'est pour ça que la notion de briefing, débriefing, de reformulation et de checking partner, de comment on se contrôle mutuellement, non pas dans une logique de contrôle de performance, mais de contrôle de la compréhension, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, le deuxième sujet des valeurs qu'on avait posé il y a quelques années sur ce travail, c'était la question de la sécurité. Alors, moi je l'avais mis, cette question de la sécurité, en disant que si on amène en haute montagne, effectivement, ça va être un vrai sujet. On ne peut pas se permettre d'en perdre 2 ou 3 au fond d'une crevasse. Donc, la sécurité, ça reste un sujet majeur en montagne. Et si on élargit la perspective, on se rend bien compte que les premières réactions sur la crainte de manquer, les gens qui se ruent dans les supermarchés, etc., fait que cette question de la sécurité individuelle et collective, elle est remontée dans la fameuse pyramide de Maslow, elle est remontée en 1. Et donc, effectivement, comment on va faire traverser une organisation en garantissant une forme de sécurité individuelle et collective. Alors, à la fois, c'est ce que fait le gouvernement sur toutes les mesures d'accompagnement, le chômage partiel, etc., que les gens ne se sentent pas menacés dans leur intégrité morale, physique, etc. Mais aussi, après, dans le rôle du dirigeant, dans les organisations, il faut aussi avoir ce souci de la prise en compte de cette dimension de sécurité. Ouais, donc comme tu le disais, si on suit la pyramide de Maslow, ça commence avec la sécurité physique, puisqu'on parle bien d'une épidémie. La sécurité financière, il y a beaucoup d'entreprises qui malheureusement vont devoir mettre une partie de leur personnel au chômage technique. Et puis après, la sécurité psychologique, puisqu'encore une fois, on est soumis à un stress jusqu'ici inédit. Donc là encore, le rôle du dirigeant, le rôle du leader, c'est de rassurer ses équipes. Donc Xavier, déjà bravo parce que tu as démarré, en fait, c'était un de mes conseils, c'est de faire preuve d'empathie. Et tu as démarré cette conférence en expliquant qu'on était tous dans la même situation et en souhaitant à tout le monde de s'en sortir le mieux possible, à la fois d'un point de vue santé et d'un point de vue économique. Donc, ce type d'ouverture, c'est très important en fait. Ça permet en fait aux collaborateurs de comprendre que on se soucie d'eux. Ce que je conseille aussi, c'est d'être très factuel. On est encore une fois dans une période de forte incertitude. Donc, il faut essayer de bannir le conditionnel, notamment si vous évoquez les conditions financières. Donc, encore une fois, je prenais l'exemple du chômage technique. N'allez pas dire à vos salariés, il est possible qu'on vous mette au chômage technique. Tant que la décision n'est pas prise, c'est pas la peine de créer du stress supplémentaire. Soyez plutôt factuel. Expliquez que vous travaillez sur des mesures de sauvegarde de l'emploi et que vous communiquerez aux salariés à telle date. Ce que j'ai aussi vécu en fait dans mon expérience, parce que j'ai eu une expérience très douloureuse en tant que dirigeant, j'ai perdu un de mes collaborateurs quand j'étais chez LinkedIn et je me suis aperçue de l'importance d'avoir en fait des canaux de communication qui soient plus personnels. Donc on avait créé un canal WhatsApp, ce qui nous permettait quand même de segmenter la communication entre ce qui relevait de l'ordre en fait professionnel et ce qui était un peu plus personnel.
Et donc, ça permettait une liberté de parole qui était, je pense, très appréciée des collaborateurs. Et puis, évidemment, prenez le pouls de votre équipe et prenez le pouls de vos collaborateurs individuellement de façon très régulière. Bon, ça fait déjà beaucoup de choses. Ces 2 premiers points, on se rend compte que déjà, on rentre dans une thématique qui est complexe. Donc, on va en rajouter encore 3 éléments. L'élément qu'on veut évoquer après, c'est le discernement. Alors, le discernement, j'allais dire, en montagne, c'est cette capacité à renoncer face à un risque. C'est une capacité à accélérer quand il faut traverser une zone exposée. C'est aussi laisser libre cours à son intuition, c'est écouter les signaux faibles, etc., etc. Et dans ce temps de la crise, le discernement, ça va être une capacité aussi à prioriser, à se concentrer sur l'essentiel. En fait, on a une chance inouïe, c'est de se dépolluer de toutes les broutilles insignifiantes qui nous ont, pendant des décennies, encombrés. Et donc, le discernement, ça va être juste ça, c'est d'être capable collectivement de trier et se concentrer sur l'essentiel. Donc là, c'est un gros programme, hein. C'est pas juste une intention, il y a du job. Mais en tout cas, on a une opportunité à saisir dans ce champ de la priorisation à tout niveau, quelque part. Alors là, le challenge, c'est les biais cognitifs, parce qu'encore une fois, on est soumis à un très gros stress. On est bombardé d'informations qui sont non vérifiées, contradictoires. Donc là, notre cerveau, naturellement, va se mettre en mode de protection et va commencer à utiliser des raccourcis et à devenir un petit peu moins analytique. Alors, il paraît que la baisse de capacité d'analyse, elle peut atteindre 80%. J'ai lu récemment que dans ce type de configuration, notre attention, c'était maximum 12 à 15 minutes. Donc là encore, en tant que dirigeant ou en tant que leader d'équipe, deux conseils. Tout d'abord, respecter en fait ce rythme. Si vous faites une conférence, il faut faire des pauses, il faut un petit peu briser le rythme, utiliser des images, utiliser des analogies, peut-être des anecdotes personnelles pour varier un petit peu la forme du message. En matière de communication écrite, être extrêmement concis et tourné vers l'action. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de messages que vous recevez, il est strictement proportionnel au nombre de messages que vous envoyez. Donc, plus vous bombardez vos collaborateurs de messages, plus vous allez avoir de réponses et plus vous allez encombrer les canaux. Donc, essayez de ne pas répondre à chaud et de répondre vraiment quand c'est utile. Et puis, utilisez des petits trucs. Moi, je sais que je commençais toujours mes sujets d'email par un verbe d'action. Donc, c'était poursuivi, pour réponse, pour information. Ça permet aussi à vos collaborateurs de faire le tri et d'être plus efficaces. Alors, c'est vrai que le discernement, là, on était beaucoup sur encore de l'interaction en intégrant ces biais cognitifs qui sont tout ce qui nous empêche d'être lucide. Et je rajouterais quand même que le discernement, il ne peut pas fonctionner sans de la collégialité. C'est qu'en creux de ce qui a été dit sur le plan un peu technique, dans ce moment compliqué, un dirigeant doit impérativement s'interdire d'être isolé dans la prise de décision. C'est un moment où il y a une telle complexité humaine, financière, systémique, il y a un tel degré d'incertitude qu'il faut travailler, et on le reverra tout à l'heure dans un deuxième temps sur la logique de construction de scénarios, mais il faut travailler ensemble, il faut créer des collectifs de décision. Sinon, on prend des gros risques de s'enfermer à travers les biais cognitifs dans des lectures erronées de la situation. Donc, le discernement, il est un peu au cœur et on voit bien au niveau gouvernemental, ce n'est pas si simple que ça. Alors, la quatrième valeur qu'on avait mis en avant, c'était l'ingéniosité. Alors là, on peut aller peut-être un peu plus vite, mais c'est juste se dire une chose toute simple, c'est que là, il faut s'adapter. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est pas, on ne peut pas rajouter une ligne dans le PNL pour investir plus sur je ne sais quoi, parce qu'on est contraint. On va gérer sous contrainte. Donc, la seule solution à la contrainte, c'est l'ingéniosité. C'est que j'apprends à m'adapter avec des idées, avec des petits trucs. Et voilà. Et ça, il faut le libérer. Et si on n'est pas capable de libérer, qu'on reste sur les schémas et les process, comme on a un modèle d'organisation, alors là, je vais un peu me moquer du digital. Le digital, il adore le process. Alors, bien sûr, on parle de Scrum, de boucle itérative, on se vend d'être hyper agile, mais on aime bien le process quand même. C'est plutôt une logique d'ingénieur.
Bah, là, il faut aussi un peu une logique de bout de ficelle, de bricolage, de trucs qui ne sont pas conformes forcément au process. Mais en tout cas, il faut le libérer. Donc ça, c'est un enjeu qui est hyper important. Et pour en revenir, enfin, pour combiner cette ingéniosité avec notamment l'aspect collaboratif et l'intelligence collective, on a la chance d'avoir en fait énormément d'outils à notre disposition. Donc, je ne veux pas revenir sur la palette, mais la plupart des éditeurs les mettent à disposition gratuitement pendant plusieurs mois. Donc, c'est quand même une opportunité assez unique d'adopter ces nouveaux outils. Je pense qu'il faut être très méthodique dans la collaboration. Alors effectivement, pas être procédurier, mais on sait que quand même à un moment, il y aura un temps d'introspection et de rétrospection. Il y a plein d'outils maintenant qui sont désignés, enfin designés en anglais pour la collaboration. Donc que ce soit Google ou Microsoft 360 ou d'autres outils. Et voilà, il faut, plutôt que d'avoir 10 000 versions qui circulent, vraiment utiliser le mode commentaire, le mode édition, le mode révision. Ce sont des choses auxquelles on a été beaucoup habitués dans les startups. Je pense que les organisations un peu plus importantes le sont moins. Là, je pense que c'est vraiment l'opportunité d'adopter ces pratiques qui font quand même gagner énormément de temps à tous les collaborateurs. J'allais dire, si on était un peu sournois comme dirigeant, on profiterait pour purger des vieilles habitudes qui servent à rien. Donc, ça permet aussi de faire des circuits, des boucles courtes, voilà, toutes ces strates hiérarchiques qui sont empilées les unes aux autres pour faire plaisir sur le plan, on va dire, des salaires. On a créé des macro-structures. Alors, je parle plutôt pour les grosses boîtes, hein, mais tout le monde est manager en fait. Hein, mais d'accord. Peut-être qu'on peut un peu raccourcir les boucles. Voilà. Alors, le dernier point qui, moi, me semble un peu soit la pierre angulaire, soit le chapeau, enfin, peu importe comment on le présente, mais si tout ce qu'on vient de dire là, l'engagement, le discernement, le souci de la sécurité, l'ingéniosité, ne sont pas liés par un esprit de solidarité qui représente plein de dimensions, en fait. La solidarité, elle est quelque chose qui est intangible. Hein. C'est comment on exprime vers l'autre le fait qu'on est à disposition pour l'aider, comment on se met en logique de service. La solidarité, c'est se mettre au service d'eux. Donc, l'empathie, tout ce qui est écoute, etc., c'est super, mais ça ne va pas aller bien loin si on ne fait que de l'empathie. Dans le temps de la crise, il faut passer à l'action. Donc, c'est une empathie active, une empathie qui produit des choses concrètes, et ça devient de la solidarité. Donc, moi, je mets en garde, en tout cas, dans le premier temps, il faut s'écouter. Mais attention à ne pas verser dans une écoute qui tournerait en boucle. Il faut que cette écoute qui va faire émerger des signaux faibles, des demandes, des requêtes, des besoins, se transforme en actions, des actions qui sont à la fois dans le champ professionnel, mais aussi dans le champ du soutien. Et c'est cet ensemble de choses qu'il faut faire vivre à travers l'esprit de solidarité. Et à ce sujet, il y a un aspect, je pense, qui est très important et qu'on a pu observer dans les médias, c'est le phénomène de reconnaissance. Donc, on a vu des manifestations spontanées de remerciements du personnel soignant. On est dans un contexte où vos collaborateurs se sentent probablement très impuissants. Et je pense que la reconnaissance, c'est un outil d'engagement et de motivation très important et qu'il ne faut pas hésiter à les reconnaître et à les encourager à se reconnaître entre eux, donc reconnaître leurs actions, mais aussi leurs comportements pour exprimer cette solidarité. Voilà, alors donc ça c'était le socle essentiel peut-être d'ailleurs. La deuxième partie qu'on voulait vous partager, alors on va essayer d'accélérer peut-être pour ne pas exploser le timing, c'était effectivement comment on va vers un sommet dès lors qu'on a ces valeurs qui sont bien vivantes, bien incarnées, comment on va vers un sommet. Alors je vais peut-être passer tout en revue pour aller un peu plus vite. Donc en fait, quand on réfléchit sur qu'est-ce qui fonde la réussite d'un sommet, il y a 5 points moi, qui me semble essentiel. Le premier, c'est effectivement comment on s'aligne sur le choix du sommet, quel sommet on se choisit et comment on va effectivement… alors là, dans le temps de la crise, c'est particulier. Et je voudrais juste m'arrêter sur ce point parce qu'il faut que vous le compreniez, c'est hyper important. Traditionnellement, dans une entreprise, on planifie un business plan, on planifie un plan stratégique vers un sommet unique. On se définit un plan à 3 ans, à 5 ans, etc. On a traditionnellement ce schéma mental, alors que dans le temps de la crise, ça ne marche plus.
Si on n'a qu'un seul sommet, on a de fortes chances de se planter. Donc, il faut passer d'un modèle qui vise un sommet vers un modèle qui vise des scénarios possibles et qui peuvent aller vers d'autres sommets. Donc, on doit réouvrir le champ des possibles, mais par contre, il faut s'aligner et aligner l'équipe sur ces différents scénarios. Donc, si je prends le gouvernement, on a bien compris qu'on avait un worst case qui était une épidémie foudroyante, massive et qui déstructurait tout le système de santé. Ils ont du mal à l'identifier et à l'expliciter, mais c'est un scénario worst case qui existe. Il y a le scénario best case, ils ont cherché à nous le vendre depuis le départ, et puis il y a le middle. Donc, il y a 3 scénarios et pour chacune des organisations, il y a plusieurs scénarios. Donc, c'est important de prendre le temps de se choisir ces sommets, d'identifier ces facteurs de sortie de crise pour l'organisation et de s'aligner là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment important. Pour ça, évidemment, il faut une structure de pilotage qui prenne des décisions dans un bon rythme, donc tout ce qui relève de la temporisation de la décision, du pilotage. Et là, il y a plein de choses. Mais si une organisation, dans le temps de la crise, à distance, confinée, prend des super décisions en COMEX, en CODIR, etc., mais que rien ne se passe derrière, que rien n'est mis en œuvre, on ne va pas aller bien loin. Et pour ça, il faut effectivement avoir une gestion des ressources et du temps qui soit adaptée à la situation de la crise. C'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes ressources qu'habituellement, donc il faut réadapter tout ça pour aboutir en conclusion à une capacité de confiance collective qui est renforcée. Donc c'est cette métaphore de la cordée. Il faut refaire cordée dans le temps de la crise. Et ça, tous ces 5 points, ça permet, si on les respecte, ce sont des principes d'action. On les a présentés comme tels. Si je respecte ce temps d'alignement, j'accorde de l'attention à la qualité de la prise de décision, comment ces décisions seront mises en œuvre, etc. J'ai de bonnes chances de traverser cette crise dans des bonnes conditions. Donc, j'ai fait global, comme ça je laisse Laurence répondre global et après on pourra prendre des questions, ça me semble assez important. Alors encore une fois, la distance et l'utilisation d'outils numériques, de canaux de communication qui ne sont pas forcément directs, va poser en fait un challenge supplémentaire, que ce soit pour l'alignement ou la mise en œuvre. Donc sur l'alignement, là encore une fois, c'est vraiment briefer, débriefer, répéter. La répétition, c'est vraiment vraiment très important. Donc s'assurer que l'on collationne, comme dit Brice. Dans la mesure où en fait il y a beaucoup de stress, de fragmentation d'informations, peut-être aussi fournir un ancrage. Donc si c'est pertinent, ancrer la conversation en rappelant les valeurs de l'entreprise. Mais encore une fois, si c'est pertinent, parfois on est trop dans l'action. Très important de définir les rôles de chacun. Alors là, moi, il y a un modèle que j'aime bien. Alors il y a des modèles en fait pour distribuer les responsabilités dans des modèles, ça s'appelle le rapide, le RACI, vous en avez peut-être entendu parler. J'aime bien aussi la logique de pizza team. Quand il s'agit de prendre une décision, c'est pas la peine d'être trop nombreux. Alors on dit qu'il faut pas être trop nombreux dans la salle, donc encore moins sur un pont de visioconférence. Une chose aussi que je trouve vraiment très utile en matière de mise en œuvre, c'est ce qu'on appelle le management situationnel. C'est un affreux mot, probablement hérité de l'anglais. Mais l'idée, c'est de se dire que les schémas hiérarchiques que l'on connaît, ils sont pas forcément pertinents parce qu'on va peut-être se retrouver avec des gens qui ont sur le papier des responsabilités ou une compétence, mais qui sont totalement dépassés par le stress et dont l'engagement va s'effondrer. Donc, c'est vraiment l'idée de croiser en fait ces 2 dimensions qui sont d'une part la compétence et d'autre part l'engagement pour choisir votre mode de management qui va être peut-être très directif si la personne est compétente mais peu engagée, qui va en revanche laisser beaucoup de place à l'initiative. Si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est compétent et très engagé, c'est peut-être le moment justement de plus vous appuyer sur cette personne. Donc ça, il y a plein de modèles là-dessus et c'est vraiment des choses sur lesquelles je serais tout à fait disponible à revenir. La dernière chose que je voulais évoquer, c'était par rapport à la gestion des ressources. Une ressource très critique en ce moment, c'est le temps. Sachant que en fait la dimension temps a été totalement bouleversée par cette crise. Elle est bouleversée parce que notre horizon de temps, il est devenu indéfini. On ne sait pas quand la crise va se finir, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et aussi parce que le rythme a totalement été bouleversé puisqu'on travaille de chez nous, pour certains d'entre nous avec des enfants, nos journées ne sont plus rythmées par les temps de transport, les réunions. Donc là encore, je pense que ça peut être aussi l'opportunité pour les managers d'adapter la cadence de travail
Moi, je vois déjà par rapport à certains de mes clients, ils ont changé les horaires pour justement permettre à leurs collaborateurs de passer plus de temps avec leur famille à l'heure du déjeuner. Lors d'une conférence récente avec Blaise, donc Sama, qui est spécialiste des neurosciences, parlait de l'importance des cycles cycladiens. Donc voilà, prendre en compte ce genre de choses, redéfinir un rythme de travail. Et vraiment, ce qui est important, c'est garder le contact évidemment avec vos collaborateurs et en tenant compte de ces deux dimensions qui sont d'une part leur expertise, mais surtout leur degré d'engagement. Alors, un des points clés sur la confiance, je pense que c'est quand même bien de se rappeler que la résultante de tout ce qu'on vient d'évoquer, que ce soit sur le plan des valeurs qui était la solidarité, sur le plan de la réussite du projet, la confiance, c'est deux notions qui sont une solidarité qui relève du collectif, la confiance, une relation plus interpersonnelle. Effectivement, elle va s'ancrer aussi beaucoup sur des idées d'exemplarité et de transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce temps-là, il n'y a plus trop la place à la manipulation, à la communication institutionnelle, etc. Et si ça passe un petit coup une première fois, ça va exploser au deuxième coup. Donc, on est dans un temps de l'intégrité, de la transparence et de l'exemplarité aussi du dirigeant. Alors, c'est lourd à porter. On a à la fois sa famille, on a toute une complexité à gérer, du stress, comme tout le monde, mais il faut encore plus porter. Et c'est l'expression d'un leadership de crise, moi j'ai appelé leadership résilient, mais qui fait que on se dit là, avec celui-là, ça va le faire. On va passer le cap, on va traverser la tempête, on va y arriver. Et c'est pareil pour un client d'un guide, et c'est pareil pour une personne qui est secourue. Est-ce qu'elle va sentir tout de suite, dès le premier contact avec ce guide secouriste, que ça va le faire? Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est purement technique, ce n'est pas purement managérial. Ça se diffuse par tout un tas de comportements et d'attitudes. Mais voilà, bon, après, maintenant, comme je disais au départ, ce n'est pas le temps d'introspection, on est dans le temps de l'action. Il faut s'arc-bouter sur les essentiels, les basiques, back to basic, je pense que c'est important de se le dire. Et les 2 fois 5 points qu'on vous a présentés, les valeurs, les 5 valeurs et les 5 étapes clés pour réussir, c'est hyper simple. Je veux dire, chacun d'entre vous aurait produit la même réflexion que ce qu'on vient de vous proposer. Mais c'est juste se le rappeler. Et se le rappeler, c'est une manière de les remettre au centre de la discussion. Et en fait, je voudrais conclure sur une réflexion sur la confiance, puisque comme tu le dis, la confiance, c'est la cordée, c'est l'élément le plus important pour la réussite de l'expédition et du projet. Cette confiance, on sait qu'elle se bâtit sur 3 piliers, la transparence, le relationnel et l'expérience. Donc la transparence, tu l'as évoqué, c'est pas du tout, le temps n'est pas à la communication bullshit, pardonnez-moi l'expression. Le relationnel, c'est vraiment très important. Quand on est à distance de ses collaborateurs, on a tendance un peu à les oublier ou parfois à tomber dans la facilité. Il est absolument essentiel que vous mainteniez un lien fréquent avec tous vos collaborateurs. Donc, ça peut être 20 minutes par semaine. Donc, surtout, n'arrêtez pas. Enfin, si vous avez les fameux one-to-one, il faut les maintenir. C'est encore plus important. Si vous trouvez que c'est trop de travail, vous pouvez vous faciliter la tâche, demander à vos collaborateurs de les programmer eux-mêmes dans l'agenda et de venir avec l'agenda déjà défini, et comme ça vous fera moins de boulot, mais vraiment maintenir cette relation, c'est absolument essentiel. Et comme le disait Blaise, l'expérience, donc le leadership par l'exemple, encore une fois, n'exigez pas de vos collaborateurs ce que vous n'exigeriez pas de vous-même. Ça paraît assez évident, mais il faut aussi vraiment démontrer que vous êtes engagé et que vous êtes en capacité de prendre des bonnes décisions. Et justement, je vais me permettre de poser peut-être la première question. J'ai discuté avec pas mal de dirigeants ces derniers temps, et en fait, sur des problèmes de management,
Souvent, on nous a habitués en tant que dirigeants à être un peu un guide, un chef d'équipe, à avoir des convictions et les montrer pour être un interprète, pour être tous ces termes-là qu'on utilise en management. Et puis là, en fait, on est face, comme tout le monde, à une incertitude. Et justement, pour pas être bullshit, est-ce qu'on a le droit et est-ce qu'on a même le devoir de partager cette incertitude de manière collective pour que ça ne soit pas anxiogène non plus et que ça n'en rajoute pas une couche, plutôt que de faire semblant de dire oui, c'est comme ça qu'on doit aller parce que j'ai la conviction, parce que je sais que c'est comme ça. Sauf que là, aujourd'hui, on ne le sait plus. On n'a pas cette expérience, on n'a pas ce retour, etc. Est-ce que c'est gênant dans la communication avec ces équipes de partager cette grosse incertitude qu'on a? Alors, moi, je dirais il faut distinguer ce qui relève de la zone de contrôle de la zone de non-contrôle. Ce qui relève de la zone de non-contrôle, c'est-à-dire qu'en tant que dirigeant, tu ne peux pas contrôler un certain nombre de choses. Et dans cette crise, on a perdu beaucoup de contrôle. Effectivement, il faut le reconnaître, en prendre acte. En revanche, ne pas nourrir d'autres incertitudes qui relèvent de la zone de contrôle. Donc moi, je distinguerais fortement la reconnaissance, l'identification des faits qui ne sont pas sous contrôle, qui relèvent notamment de choses externes aux organisations. Mais par contre, j'allais dire, ne pas laisser trop de place à l'installation de l'incertitude dans la relation, en tout cas quand on a une relation managériale. Pourquoi? Parce qu'effectivement, déjà que c'est compliqué, si en plus on sent que le dirigeant, il est là ou là, je ne sais pas comment on va faire, etc., ça va être compliqué. Donc je pense qu'il y a un temps de travail. Ce qu'on disait, on avait un groupe ce matin, une entreprise qu'on accompagne. Moi, je reviens à des fondamentaux un peu militaires. En général, on attend d'un chef qui donne ce qu'on appelle l'effet majeur, l'intention. Et donc, il faut redonner une intention pendant le temps de la crise. L'intention sera peut-être de sauvegarder la pérennité de l'entreprise, sera peut-être de préparer la reprise, sera peut-être au contraire de saisir des opportunités. Il y a plusieurs postures possibles, mais très rapidement, au-delà de reconnaître ces zones d'incertitude, de bien les délimiter, de redonner de la confiance sur les zones de contrôle, les repréciser, de redire, et très rapidement de rajouter cet effet majeur, cette intention orientée vers la sortie de crise. Et ça, il faut le faire tout de suite. Et le fait de se mettre en mode coworking, réflexion sur le futur, qu'est-ce qu'on va devenir, etc., ça peut se faire dans le cadre de cette intention qui est réaffirmée. Mais le dirigeant doit d'abord réaffirmer cette intention, elle doit être assez ouverte pour permettre de nourrir surtout pas d'être dans une ouverture globale de la discussion sur une incertitude globale qui est effrayante. Donc, on a plutôt tendance, nous, à découper les problématiques une à une et de les mettre dans un ordre de priorité. Et comme ça, tu limites l'impact sur la psyché, sur le stress des collaborateurs. Et l'outil en fait que Blaise a évoqué et qu'on utilise aussi beaucoup en fait en management pour gérer l'incertitude, c'est la scénarisation. C'est-à-dire que tu vas évoquer plusieurs scénarios, un scénario optimiste, un scénario pessimiste, un scénario médian. Et c'est une façon de gérer l'incertitude en bâtissant des hypothèses et en travaillant ces hypothèses. Je pense que Blaise a vraiment raison de rappeler l'importance d'un ancrage parce que les gens ont besoin quand même d'avoir un référentiel, des repères. Et alors quelque chose qu'on n'a pas, enfin si on l'a évoqué parce qu'on a parlé d'intelligence, enfin de collaboration, mais faire aussi confiance à l'intelligence collective. On discutait avec Blaise, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'anecdote. Alors toi tu disais que c'était le poids d'un saucisson, mais en fait moi j'ai vu que c'était le poids d'un bœuf. Mais il y a une expérience qui a été faite à une foire aux bestiaux à Plymouth et on s'est aperçu que quand on demandait le poids d'un bœuf à 800 personnes, la médiane était exacte à 1% près, alors que quand on demande aux gens de façon individuelle, il y a des écarts absolument énormes. Donc faire confiance à l'intelligence collective sans mettre ses collaborateurs dans une situation où ils disent « Ouh là là, on me pose une question impossible », mais juste recueillir des avis même de façon, sans qu'ils donnent leur nom ou sans qu'ils le fassent en public. Quand on a des questions, c'est faire vraiment confiance aussi à la connaissance de vos collaborateurs. Et peut-être un autre point aussi sur ce sujet-là. Dans un temps d'incertitude, un des éléments clés, c'est d'avoir un avocat du diable. Parce qu'on a des organisations qui ont des pensées dominantes, des modèles mentaux,
parce que, et moi le premier, hein, j'ai mes modèles mentaux, j'ai mes croyances, etc. Et il faut aussi arriver à désigner quelqu'un qui porte la contradiction, enfin désigner naturellement, quelqu'un qui vient faire l'avocat du diable sur tout ce qui semblerait des acquis ou des certitudes. Voilà, parce qu'on est dans un moment où il faut challenger en permanence les hypothèses, les scénarios. On a vraiment la clé pour bâtir une sortie de crise qui soit la plus optimale possible. Donc, c'est avocat du diable, collaboration, intelligence collective. Et puis, les ancrages dont on a parlé, c'est les valeurs, bien les rappeler, réassurer sur les valeurs, du vivre ensemble, du travailler ensemble, etc. Et on voit bien que si vous voulez permettre à quelqu'un de jouer l'avocat du diable, là, vous avez un rôle en tant que leader et d'animateur, notamment quand on utilise une conférence call, vraiment d'accorder énormément d'attention à l'écoute de chacun des collaborateurs, repérer les gens qui s'expriment pas forcément. Vous imaginez que dans une salle, quand on est introverti, c'est difficile de lever la main, mais alors sur une conférence call, c'est encore pire. Donc là, c'est vraiment, vraiment quelque chose que vous devez faire de façon très proactive. Encore une fois, faire ces checks individuels et nommer des personnes, non pas pour les prendre à défaut ou les mettre dans une position où ils ont l'impression d'être mesurés, mais vraiment pour recueillir leur avis et être sûr d'avoir un panel d'avis qui soit vraiment divers. J'ai une question de quelqu'un qui nous regarde, qui est comment le leader peut-il prendre soin de lui sur une crise longue? Alors, principe du masque à oxygène. Dans les avions, on vous dit de mettre le masque à oxygène sur vous avant d'aider les autres. Donc, vraiment s'écouter. Donc, encore une fois, quand on s'appuie sur l'intelligence collective, on parle de cellules de crise. Hein, les gens ne prennent pas les décisions tout seuls. S'entourer des bonnes compétences et encore une fois prendre en compte l'engagement. Donc les cellules de crise, je pense que Blaise me le confirmera, mais elles suivent rarement les schémas hiérarchiques. Là, on va vraiment s'appuyer sur les compétences et donc ne pas hésiter à avouer que de temps en temps on est vulnérable. La vulnérabilité, ça peut être aussi un trait de leadership. Et savoir s'arrêter avant d'embarquer tout le monde avec soi vers le désastre. Alors, un des défauts principaux en matière de cellules de crise, c'est que le dirigeant, ce que sa place est à la tête de cette cellule de crise. Un des gros défauts, même au niveau gouvernemental, on pense que et d'ailleurs sur un exercice avec la PM. Voilà, donc on a cette tendance à penser que le chef il doit être en première ligne, sabre au clair, et en fait sa position elle n'est pas du tout là. Elle est en arrière, il prend de la hauteur et à travers ça, il va se protéger lui-même pour pouvoir durer dans le temps. Donc il y a un positionnement du chef qui est un des éléments clés à la réponse à cette question. Parce que si on est trop en première ligne, on est le lieutenant, quoi. On est le lieutenant engagé dans la bataille. Si on veut être le général colonel qui coordonne, qui a une vision stratégique, il faut effectivement envoyer les lieutenants en première ligne, etc. Avoir aussi de temps en temps l'attention à aller sur le terrain, il ne faut pas être déconnecté, mais aussi garder ce recul et ne pas rentrer en animation de la cellule de crise. Donc, dans les grandes erreurs dans la gestion de crise, quand un dirigeant se positionne comme patron de la cellule de crise, il n'a aucune chance de s'en sortir favorablement. Donc, il faut y mettre un adjoint fiable. Il faut aussi, en tant que dirigeant, avoir quelqu'un de toute confiance à qui partager ses doutes. Donc, une sorte de binôme de confiance, une autre personne qui va gérer aussi ses interrogations. Voilà. Donc, d'avoir à la fois un bras droit opérationnel, cellule de crise, et puis un bras gauche, quelque part affectif. Alors, ça peut être son épouse, ça peut être un proche. Alors, parfois, il vaut mieux pas impacter trop le champ familial, mais en tout cas, d'avoir une personne qui vient un petit peu soulager des questionnements, des doutes, etc., qu'on ne doit pas partager avec ses collaborateurs. Donc, l'hygiène managériale, c'est avant tout de ne pas mettre les doigts dans la prise. J'ai une autre question. Compte tenu du fait que le champ visuel est raccourci par le confinement, comment garder une vision de gagnant et de leader pour lui-même et pouvoir le transmettre à son équipe?
Alors moi, j'aurais tendance à penser euh, assez fondamentalement qu'il faut changer un peu cette vision de gagnant. Enfin, je suis un peu dur peut-être de prendre ça, mais on n'est pas pour l'instant dans le temps des gagnants. On est dans le temps de travailler ensemble pour essayer de sortir en tant qu'entreprise, en tant qu'individu, citoyen, et en tant que pays, et en tant que monde, différemment de cette crise. Donc, il n'y aura pas forcément de gagnants. Voilà. Alors, je vais quand même répondre à la question. Mais en tout cas, ça, c'est un point qui me semble important de rappeler. Il n'y a pas de gagnant dans la crise. On essaie de limiter les impacts et d'en sortir le mieux possible. L'élément que je voudrais ajouter, qui est peut-être une chose essentielle pour arriver à ancrer une logique positive dans la crise, c'est qu'il faut se dire que, et c'était la traduction du mot crise en chinois, je le rappelle, je l'avais dit dans un précédent webinaire, mais la crise, c'est deux choses, hein, c'est à la fois le danger, la traduction en chinois, c'est danger, le premier idéogramme de la crise, c'est danger, le deuxième, c'est opportunité. Donc, si on veut instaurer un esprit non pas de gagnant, mais affirmer un leadership résilient dans le temps de la crise, il faut aller saisir les opportunités de transformation que la crise nous offre et le faire d'ores et déjà de l'amorcer. Toute organisation va devoir repenser ses modèles, les réadapter, et donc ce sont des opportunités de repositionner son leadership de manière positive. Et pour poser une vision de gagnant, pour quand même répondre à cette question, ben, c'est en utilisant finalement le potentiel d'opportunité de la crise dans la manière de redéfinir positivement les modèles qu'on va pouvoir ancrer un discours positif, un discours qui embarque. Voilà. Et donc, il faut renoncer à la vie d'avant, au modèle d'avant. Il faut mettre les mains dans la crise pour aller chercher les opportunités de transformation et à travers ça, bâtir un discours de sortie de crise qui permette effectivement de faire grandir l'organisation. Alors, mettons le mot gagnant si effectivement ça représente un mot important. Je vous conseille à ce sujet, il y a Yuval Hariri, l'auteur de Sapiens et de 21 questions pour le 21e siècle, qui a publié un article dans le New York Times hier et qui explique que l'expérience montre que les modèles et les principes d'urgence qu'on met en place en fait deviennent la norme. On l'a vu après les attentats du World Trade Center, hein, les mesures de sécurité, maintenant c'est la norme du voyage. Donc on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on va mettre en place qui vont devenir en fait notre environnement de travail, notre environnement de vie. Donc les choix que l'on fait aujourd'hui, ils sont cruciaux parce qu'ils vont définir le monde de demain. Donc on est dans l'action, mais quand même garder cette idée à l'esprit que ce que l'on va définir aujourd'hui sera peut-être la norme demain. Et je vois qu'il y a une deuxième question sur comment lutter contre le reporting stérile et inutile. Ben, justement, en fait, pour utiliser une autre analogie de la montagne, hein, quand vous êtes à très haute altitude, vous avez intérêt à vous économiser et vraiment vous focaliser sur l'essentiel. Hein. Quand on fait le Mont Blanc, le guide il vous vide votre sac et puis bazar tout ce qui n'est pas essentiel. Hein. Donc, je pense que là, les dirigeants sont quand même dans une position où ils peuvent faire des choix. Et se dire finalement si ce reporting est inutile et m'empêche de faire mon travail, voilà, je peux peut-être aller vraiment me concentrer sur l'essentiel. Comme de toute façon on est en l'action, je ne pense pas que les répercussions seront comment dire terribles à ce stade. Alors, il y a une question qui est hyper intéressante là, Marie-Laure. Comment faire un discours de sortie de crise dès à présent alors qu'on ne sait pas définir le monde de demain? Alors ça, c'est sûr. Personne n'est capable aujourd'hui de qualifier précisément le point de sortie de crise, à la fois sur le plan de la temporalité que sur le plan de la réalité du monde qu'on va vivre. En revanche, chaque petite organisation, grande organisation est capable quand même de se projeter à travers ces scénarios sur ce qui serait possible pour elle avec on avait parlé de 3 scénarios, hein, 3 scénarios, le bon, le moyen, le mauvais. Et ça, il faut le qualifier en fait. Pour bâtir un discours de sortie de crise, il faut arriver à qualifier en matière de sortie de crise des aspects très pratiques. Et pour moi, je dis souvent quand je fais des exercices de crise qu'il faut être capable de répondre à une question toute simple. En tant que dirigeant, j'aurais réussi ma gestion de crise si j'ai réussi à faire ça, ça, ça et ça de manière très concrète. Et quand j'ai listé ces points qui qualifient le point de sortie de crise, qui le décrivent, qui le visualisent,
qui est un scénario qui me semble moins acceptable à ce moment-là de la crise, c'est là où il faut le partager. Il faut vraiment faire cet effort, d'anticipation et de qualification du point de sortie de crise, et ensuite d'en prendre l'essence la plus importante, et de le partager. Et c'est ça qui va bâtir le discours de sortie de crise. Donc c'est un truc, vraiment, on l'a fait sur plein de scénarios. Alors, c'était des crises de sécurité civile, des avalanches, des catastrophes, des crues, etc., des crashs d'avions. Donc, c'est des trucs assez classiques. Là, on a un peu plus d'incertitudes, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont déjà posées sur la table. Et je crois que si on fait cet effort de qualification du point de sortie de crise qui est acceptable pour son organisation à soi, on peut commencer à bâtir ce discours qui entraîne les collaborateurs, l'équipe, vers ce point, qui va bouger en plus, qui va continuer à bouger. Mais en tout cas, on lui donne une forme et on tend vers cette forme. Alors, une question sur les partenaires. Est-ce qu'un dirigeant doit aussi se préoccuper de ses partenaires dans la gestion d'une crise, partenaires dont il aura besoin à la reprise? On a parlé de solidarité. La solidarité, elle s'exerce vis-à-vis des collaborateurs, elle s'exerce aussi vis-à-vis des partenaires. Alors évidemment, encore une fois, il faut savoir partager l'essentiel du non essentiel. Il y aura probablement des choix à faire. Je pense que ce qui est important, c'est de définir l'acceptable et l'inacceptable. Peut-être que Blaise, tu peux rajouter quelque chose là-dessus, mais il y a quand même des règles en fait. Quand on se dit quels sont les compromis que l'on est prêt à faire et ceux qui sont absolument pas négociables, ça peut être une façon de se dire, voilà, d'établir une politique ou une stratégie vis-à-vis de ses partenaires. Là, très clairement, la réponse est évidemment oui. On prend soin, on take care de ses partenaires clés, évidemment. Alors après, avec les ressources que l'on a, mais la crise, elle doit s'envisager non pas pour soi. On a tendance au repli sur soi dans le temps de la crise. C'est hyper un réflexe naturel et humain. Instinct de survie, on se met en mode hérisson. On a tendance à oublier nos partenaires habituels, etc. Donc, moi, je dis non, tout au contraire. Il faut absolument prendre soin des partenaires traditionnels, habituels, avoir noué la discussion, voir aussi ses propres limites de soutien. Si on a un réseau commercial indirect, effectivement, comment on entretient, comment on évite que certains ne plongent, si effectivement ils sont mis en péril. Donc, c'est tout un tas de questions qu'il faut poser sur la table autour d'une vision systémique de la crise. On ne peut pas se contenter juste de garantir la survie de sa propre organisation. C'est impossible qu'on sorte de la crise dans de bonnes conditions. Bon, j'ai plus de questions directes là pour le moment. Xavier, alors, un petit mot pour la fin ou Blaise, pardon? Non, il y a une bonne question encore. Elles sont toutes je ne l'ai pas vu. Un collaborateur craque pendant la crise, comment ne pas le stigmatiser par la suite? Ah oui, pardon. Ouais. Alors là, moi, je vais avoir deux réponses. Une réponse du temps de crise et une réponse du temps de la reconstruction. Il va y avoir des gens qui vont craquer. Il y a déjà des gens qui ont craqué, moralement, physiquement ou même médicalement. Voilà. Donc c'est comme ça. Il y a une asymétrie et chacun a ses propres peurs. Et il y a tout un sujet autour de la peur qu'il faudrait aborder d'ailleurs en tant que tel. Donc il y a des gens qui craquent, il y a des gens qui vont craquer, il y aura des dirigeants qui vont craquer, ou en tout cas qui vont masquer peut-être un certain nombre de fragilités, mais tout ça, ça va être une réalité. Alors comment ne pas les stigmatiser par la suite? Moi je dirais il y a deux perspectives. Si les valeurs ont été cassées, si les personnes ont cassé l'esprit de solidarité, n'ont pas respecté un certain nombre de principes fondateurs de l'organisation, moi, je suis assez dur par rapport à ça. Je suis désolé, mais je le dis. Si dans une équipe de secours en montagne, on a quelqu'un qui craque complètement une fois, deux fois, on l'accompagne, on l'aide à repartir, à se remettre en selle. Mais à un moment donné, s'il n'est plus adapté à la mission, si la mission est complexe, alors l'entreprise, ça sera différent, mais je prends l'exemple du secours en montagne pour montrer une version dure, entre guillemets. À un moment donné, la personne devra en tirer les enseignements et quitter. Voilà. Mais c'est mieux que ce soit quelque chose qui soit pris par le collaborateur lui-même, qui reconnaisse qu'il n'a plus forcément sa place dans l'organisation. Ça va se passer. Maintenant, ne jamais stigmatiser. Parce que si la personne a craqué, c'est pour des bonnes raisons. C'est des questions soit de compétences, soit de force morale, etc. Donc,
ne jamais stigmatiser, mais en tout cas, accompagner. Et il y aura une réalité à prendre en compte derrière, c'est que les équipes vont changer. Il y a des gens émergés. Il y aura même sur le plan managérial des nouvelles figures qui vont se retrouver là et qui seront hyper adaptées aux nouveaux enjeux, et d'autres qui seront plus adaptés. Donc, il y aura un vrai travail de reconfiguration des ressources dans la sortie de crise. Ça, c'était une évidence. J'ajouterais juste que dans la mesure du possible, il faut s'efforcer de juger le travail et pas la personne. Alors, c'est pas toujours évident, surtout dans un contexte où forcément les sentiments peuvent être exacerbés, mais essayer d'avoir ce recul et de se dire je juge le travail, j'évalue le travail, j'évalue le respect des valeurs, mais j'essaye de ne pas évaluer la personne pour ne pas commettre cette erreur. Sylvie, il y a encore des questions ou Non, je crois que cette fois-ci, j'en ai pas loupé. Bah, je crois qu'on peut remercier nos deux intervenants qui ont été très clairs. Je vois les connexions qui sont restées jusqu'au bout. Tout le monde a trouvé que c'était bien. Donc, je pense que pour une première, on peut être que content. Moi, je pense que ça nous a tous un petit peu aidés. Après, il reste à chacun à assimiler tout ça et puis à le prendre pour soi. Mais c'était une très belle chose. Alors, merci Blaise, merci Laurence. Et puis merci à tous d'avoir été présents. Sylvie, tu me dis si je dis une bêtise, on va l'enregistrer après. Oui. Est-ce que le champ sémantique autour du jugement est le bon? Ne devrait-on pas préférer contribution? Oui. Oui, mais il faut être dans une logique de prendre toutes les énergies, même les plus faibles, et les orienter vers la sortie de crise. En fait, dans le temps de la crise, il faut mettre le moins de personnes sur le côté. Donc, tout ce qui va être contributeur, même si c'est à 10%, ça reste contributeur. Donc, il faut être dans une logique de positive influence sur les événements et orienter tout le monde dans le positif, même ceux qui sont un peu en négatif. C'est le challenge de ce moment-là, même si c'est que 10% de production par rapport à d'habitude, c'est pas grave, il faut les prendre. Et ensuite, on fera le bilan de tout ce qui s'est passé et on en tirera les enseignements dans un deuxième temps. Mais attention de ne pas tirer les enseignements trop tôt. Parce qu'encore une fois, on se sent déjà tous impuissants dans le contexte actuel. Donc, si les personnes ont l'impression d'avoir zéro impact, elles vont forcément se désengager. Donc, comme tu le dis, vraiment valoriser toutes les contributions possibles. Ok. Je pense que cette fois, c'est la fin. Allez, merci en tout cas aussi Xavier et Sylvie pour l'invitation, Laurence pour tout le travail de préparation. Non, avec plaisir. Merci pour votre confiance. Et puis, bien évidemment, si les auditeurs ont d'autres questions, on peut trouver un moyen de parler. On a des outils digitaux pour ça. C'est ça. Ouais. Et puis, on va le partager, on va l'archiver. Et puis, oui. Merci. Et puis, à très vite. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Soyez forts et puis à très bientôt.